Salut à tous, épisode 11 avec les Chicago Bulls. Alors on est dans cette NBA alternative qui a été reconstruite. Là on est dans un My League où j'ai un petit peu réagencé la ligue à l'été 2019. Et où du coup c'est assez plaisant parce que il se passe pas la même chose en fait que si c'est l'IA qui fait, où on peut en avoir un petit peu marre au bout d'un moment. On a tout le temps la même chose quelque part, ou en tout cas que quelques scénarios possibles, et alors que là voilà, l'IA ne peut pas nous faire ça. Donc pour revenir 2 minutes à la réalité, parce qu'il s'est passé un truc majeur pour les Chicago Bulls un petit peu avant la trade deadline. Jabari Parker a été tradé du côté de Washington, et bon c'est pas surprenant parce que de toute façon ça faisait plusieurs semaines qu'il cherchait une porte de sortie pour Jabari Parker, les Bulls, et cette porte de sortie, elle est pas trop mauvaise. On va en parler un petit peu. En tout cas, il fallait qu'il parte. Alors moi, vous savez que dans cette partie, je lui ai trouvé aussi une porte de sortie à Jabari Parker. Sauf que c'était Jabari Parker et Denzel Valentine contre Trevor Ariza et Josh Jackson, en rajoutant des tours de draft de notre côté. Du côté donc par rapport aux Suns, et j'avais fait ça moi au mois de décembre 2018, et là en fait les Bulls ont attendu quasiment la trade deadline pour finalement faire quelque chose qui arrange plus ou moins tout le monde, qui est envoyer Jabari Parker à Washington et recevoir quelqu'un de très intéressant, c'est Otto Porter. Otto Porter, dont manifestement les Wizards souhaitaient se séparer. Il lui avait donné le contrat max. Et puis avec cette grosse blessure de Wall, qui en plus a eu une blessure supplémentaire qu'on a découvert, bref, 1 an sans John Wall. Bradley Beal est probablement le plus tradable en fait dans ce lot. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas les offres qu'ils voulaient pour Bradley Beal. Donc déjà, je pense qu'ils ont dégraissé en envoyant Otto Porter du côté de Chicago, qui, tout à fait, le profil de Otto Porter, il est exactement celui qu'il fallait pour Chicago, parce que Chicago, ils avaient besoin d'un 3&D comme ça, d'un mec qui soit vraiment dans ce profil-là. C'est pas pour rien que je suis allé prendre Ariza, et que je suis allé prendre aussi Josh Jackson. Alors là, Ariza c'est dans le rôle du vétéran et Josh Jackson dans le rôle du super espoir à développer en fait. Mais c'est exactement le projet en fait. Il fallait un ailier qui puisse être vraiment, alors en l'occurrence pour Otto Porter, scoreur, vraiment bon à 3 points en fait. Le type il a des pourcentages en carrière à 3 points qui sont pas mauvais. Et puis tant pis pour le salaire quelque part, parce que du côté des Bulls, il y a de la place, sous le cap. Donc c'est pas grave qu'ils prennent 25-27 millions ensuite pour Porter. C'est pas grave du tout. Donc moi je trouve que c'est un bon deal en fait. C'est vraiment un bon deal pour les Bulls. Et puis en face, ils envoient 2 mecs au contrat expirant. Je vais pas évoquer Bobby Portis, on en parlera dans l'épisode, parce que moi je l'ai conservé, Bobby Portis. Mais c'est pas mal pour les Wizards. Et d'ailleurs, on a vu que Portis avait tout de suite performé du côté de Washington là, dès les tout premiers matchs. Pour Parker, c'est un poil plus délicat, mais ça se soignera pas en un seul jour. Le mec il y a un problème réellement. Alors, pour revenir, là maintenant, je vais revenir à notre partie. Je vous ai remis les bilans après l'épisode précédent, donc après l'épisode 10. Voilà, meilleur scoreur, passeur, rebondeur. Enfin, la stat principale, c'est les 2 d'avant, c'est le classement, c'est les victoires et les défaites. C'est celle-là la plus importante. Mais bon, voilà, pour rentrer dans le détail, on avait peut-être un Lavine qui était un peu décevant. On avait beaucoup de choses à observer ça et là, mais donc je les avais un petit peu détaillés à la fin de l'épisode précédent. Et puis, vous voyez que notre début de saison, il est pas mauvais, puisqu'on est dans le positif, mais il n'est pas non plus à se rouler par terre de bonheur, quoi. Voilà. Donc bon, très bien. L'épisode va commencer avec la réception des Grizzlies. C'est une équipe qu'on a déjà battue à l'épisode précédent.
c'était je crois le deuxième match de la saison, quelque chose comme ça. Donc avec leur fameux Zion Williamson. Si je peux dire un mot au passage sur Zion Williamson, c'est que je veux pas le dénigrer, c'est pas mon propos. C'est pas la question de critiquer quelqu'un qu'on n'a jamais vu en NBA, mais je trouve qu'on parle beaucoup de Zion Williamson par rapport à ce qu'on dit d'un R.J. Barrett en fait. Est-ce que au niveau de ses fondamentaux, R.J. Barrett, ça n'annoncerait pas un plafond plus haut que celui de Zion Williamson, qui finalement domine physiquement, domine énormément dans une catégorie qui est quand même une catégorie limitée par l'âge, et donc où son développement physique est extrême, parce que Zion Williamson, c'est un bœuf, c'est quelqu'un d'ultra développé physiquement, d'hyper dur et tout ce qu'on peut imaginer. Il est assez exceptionnel sur le plan athlétique, mais est-ce que en passant dans la NBA où il y a énormément de gens très athlétiques comme ça, même s'il est peut-être au-dessus du lot, hein, c'est possible, est-ce qu'il va pas peut-être toucher un certain plafond alors que les fondamentaux poussés à l'extrême d'un R.J. Barrett, qui a l'air d'être vraiment un basketteur juste somptueux, ne serait pas finalement le gage d'un meilleur avenir. Voilà, en tout cas moi je serais scout, ou je serais en charge de devoir conseiller, parce qu'on a on a le premier choix à 2019. Bah je réfléchirais à 2 fois avant de prendre Williamson au lieu de R.J. Barrett. Voilà, c'est juste le truc que je voulais vous dire, parce que franchement ce R.J. Barrett il est juste supra impressionnant, mais dans un autre registre, c'est sûr. Mais moi je trouve que ça doit se calculer. Alors. Et puis ça m'énerve un petit peu d'entendre un peu partout, on entend un peu partout parler tout le temps de Zion Williamson. Il y a vraiment un buzz autour de Zion Williamson qui est limite pénible en fait. Voilà, c'était juste le petit message du moment. Voilà, donc on voit que là on a bataillé comme des chiffonniers contre les Sixers et on s'est imposé. Toujours dominé au rebond, hein, à l'image de ce qui s'était passé dans le match précédent du côté, par contre, du côté de Chicago, mais contre les Grizzlies. On avait été aussi dominé au rebond, on a des petits problèmes. C'est pas lié pour le coup à l'absence de Markkanen, parce que vous savez que Markkanen est blessé hein, depuis la moitié de l'épisode précédent, ou environ, et du coup c'est pour ça que j'avais dû donner des minutes à Zach Randolph. Mais Markkanen reviendra là dans quelques matchs, donc bonne nouvelle. Mais en attendant, du coup, ça m'a fait jouer autrement en fait avec ces Bulls. J'ai joué plus à l'intérieur en fait. J'ai joué tant qu'il était sur le terrain, autant en profiter. J'ai joué un peu sur la force de Zach Randolph, qui peut être le jeu intérieur comme ça. Et puis j'ai aussi pas mal déclenché de systèmes en punch. Des systèmes en punch, c'est des systèmes dont je parlais il y a un épisode des Spurs là où j'en parle un peu plus. Systèmes en punch qui sont vraiment super rémunérateurs quand on joue en bon niveau de difficulté. C'est sûr que si on joue en niveau de difficulté relativement faible, on n'a pas besoin d'aller chercher des systèmes comme ça. Mais je trouve qu'il y a après 2 catégories en fait qui se dégagent, alors qu'on voit que Cleveland nous égalise pour aller en prolongue. Il y a 2 catégories de systèmes pour moi. Il y a ceux qui marchent, mais quand la défense est naïve, et puis il y a ceux qui marchent tout le temps. Et puis en fait, moi c'est la deuxième catégorie que je suis obligé d'utiliser, parce que voilà, comme je vous avais expliqué, j'avais un poil monté le niveau de difficulté là. Je me suis mis entre Superstar et All-Star, et pour moi déjà c'est satisfaisant. Je veux dire pourquoi, parce que j'ai remarqué que si j'augmente un tout petit peu, donc si je passe en Superstar en fait, parce que je suis juste un tout petit cran en dessous là au niveau des réglages, si je change le niveau,
automatiquement, j'assiste à encore plus de débilité dans certaines séquences. À me dire, t'as qu'à mieux jouer. C'est pas une question de bien jouer, je crois, mais je reconnais volontiers à des moments faire des erreurs. C'est évident que je fais des erreurs à des moments, mais pour moi, c'est pas tant une histoire triple-double énorme là de Carter. Hein. C'est pas trop une histoire de niveau de jeu, c'est plus une histoire de quelle séquence on a envie de voir en fait. Voilà, à quoi est-ce qu'on a envie d'assister? Est-ce qu'on a envie d'assister à des moments, à des séquences débiles, ou est-ce qu'on a justement envie d'aller un peu plus en réalisme? Et voilà, je trouve que c'est un peu là la question. C'est pour ça que je reste un peu sur ce type de réglage. Là, je me suis amusé, j'ai joué avec les Rockets. C'était histoire de voir un peu ce que donnent les Rockets contre les Warriors. Hein, c'est quand même sympa. C'est la finale de Conf West qu'on a eu l'année passée, donc c'est quand même toujours agréable de voir ces deux équipes-là s'opposer, même si ça n'avait pas été un sommet de joli basket. Hein. Voilà, on voit que Steph Curry ça aligne toujours. Et entre parenthèses, j'ai très rarement, c'est comme Giannis Antetokounmpo avant mon épisode précédent des Spurs là, Steph Curry, j'ai jamais joué avec lui moi quasiment, parce qu'en fait dans le jeu si on prend les Warriors, on démonte un peu trop les choses et du coup je joue tout le temps contre Steph Curry mais je joue pas avec Steph Curry. Du coup, au passage, c'est jouissif hein, de jouer avec. Hein. Il est énorme. Hein. Enfin bon bref, j'apprends rien à personne, mais Steph Curry, c'est sûr que les 3 points à 4-5 mètres derrière la ligne à 3 points, c'est énorme en fait. Ça, c'était vraiment rigolo. Je me suis bien marré derrière les écrans là. Et puis là, toujours dans la série où on se balade un peu dans la ligue, hein, toujours du côté de l'Ouest là, où on se fait une petite respiration par rapport aux Bulls. Voilà, j'avais envie de m'amuser un peu avec le Thunder et les Clippers, pour notamment Thunder, je vous avoue, j'ai déjà pas mal joué avec, même si j'ai pas de vidéos sur YouTube, mais j'ai déjà joué avec, donc ça m'amuse assez de jouer avec le Thunder. C'est une équipe que j'apprécie plutôt en plus. Mais surtout, en fait, je voulais tester Kawhi Leonard par rapport à ce trade, enfin à cette signature à la free agency qui a été la sienne dans la partie, puisqu'il est donc le chef de file des Clippers. Et vous avez vu là, j'ai tenté un auto alley-oop avec Tobias Harris qui a failli avorter. C'était assez. On était pas loin du ridicule. On n'était pas loin. Et en fait, j'ai joué une mi-temps avec chaque équipe et puis au final, les Clippers ont réussi à taper les OKC. Dans cette partie, les Clippers ils sont super mal partis parce qu'ils avaient la blessure de Leonard pendant au moins 5 ou 6 matchs. Et depuis qu'il est revenu, c'est bizarre, tout va mieux. Tout va mieux. Et puis quand on parle de retour, il y en a un autre aussi qui fait plaisir, c'est celui de Lauri Markkanen. Alors, en plus, il revient pour un match qui est super important pour nous. C'est un match où on reçoit les Lakers de Anthony Davis et LeBron James. Donc, c'est plutôt pas mal de l'avoir, Markkanen, à cette occasion-là. Et, le alley-oop qui passe là entre Davis et LeBron. Puis c'est joli en plus, je trouve, l'opposition là entre le maillot jaune des Lakers traditionnels et le rouge aussi mythique des Bulls. Là, pour le coup, on a une partie de l'histoire de la NBA devant les yeux. Alors, ça a été un joli match des Lakers. Ils ont été vraiment énormes. Même si sur la toute fin, on avait un tout petit espoir, espoir enterré. On a failli revenir sur la toute fin, mais en fait, ils ont eu une réussite globale au match là, bien trop importante pour qu'on puisse réellement rivaliser. C'est pas qu'on ait fait vraiment un mauvais match, mais en fait, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau encore de ces Lakers, qui ont pourtant un bilan qui casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais bon, voilà. Donc, il faut l'accepter. C'était une expérience. Et puis en plus, c'est dur pour nous qui n'avons pas de méga grosses stars de s'opposer à. Qu'on voit Justice Winslow qui est en joli fadeaway là. C'est très difficile
de s'opposer lorsqu'il y a comme ça une agglomération de stars, même si on a tapé les Sixers, donc normalement ça prouve qu'on est capable, mais c'est différent. LeBron James plus Anthony Davis, c'était peut-être un petit peu trop pour nous. En revanche, Miami, bah, c'est complètement à notre portée. Voilà. Et là-dessus, on peut même s'amuser en contre-attaque. La marge est pas énorme à l'arrivée parce qu'on a beaucoup noyé à 3 points, mais je vous assure qu'il n'y avait pas de péril en la demeure. J'ai pas tremblé bien longtemps sur ce match-là. Wendell Carter, il est toujours sur des stats énormes. Quand à la fin de l'épisode, je vais vous montrer le bilan de ces stats là, c'est juste à pleurer tellement le mec est en train de faire une saison. Attention, hein, je pèse mes mots. Limite All-Star. Limite All-Star dès sa saison sophomore en fait. Hein. Ça va être à observer. D'ailleurs, on regardera aussi les votes pour le All-Star Game là, dès lors qu'on arrivera vers le début décembre. Là, on n'y est pas encore. Et donc, bon, voyage à Utah. Alors Utah, c'est pas non plus le type d'équipe aussi qui nous réussit le mieux. Vous allez me dire, mais alors il n'y a aucune équipe qui est réussie alors. Non, c'est pas ça, mais c'est que Rudy Gobert, il est très dissuasif et à un moment donné, quand on commence nous à souffrir en attaque, parce qu'on a un peu des manques de créativité par moment. Vous voyez par exemple là, c'était marrant, symptomatique. Je commençais à tourner en rond, à avoir du mal à trouver une solution. Là, regardez comme Donovan Mitchell va marquer facilement. Puis là, en fait, on va tenter notre truc. Et le problème, c'est que Dunn, il vient pas faire l'appel. Il doit faire une course. Et du coup, je dois tenter le truc tout seul avec Carter Jr. Alors, je disais du bien de Carter Jr. juste avant. Je retire rien. Mais il se trouve que sur ce coup-là, bah, il s'est fait calmer par Rudy Gobert. Il a pété en mesure de mettre le shoot qui nous aurait offert la victoire. Bah, là encore, c'est une expérience. C'est défaite contre les Lakers. Défaite du côté de Utah. Bon, bah oui, voilà, hein, tout simplement. On apprend. Je rééquilibre un poil la rotation, voilà, parce que finalement, Randolph mérite des minutes. Et puis le petit Hutchison, j'ai pas envie qu'il joue pas. Mais bon, pour autant, on pourrait, hein, si on voulait, mettre plus de minutes à d'autres et ne pas le faire jouer. Hein. Je peux aussi, parce que Josh Jackson, il est estampillé ailier et ailier fort en deuxième option. Mais Josh Jackson, vous le mettez au poste 2 par séquence, y a pas à hurler. Hein. Il peut aussi jouer 2. Hein. Donc d'ailleurs à la fac, il jouait 2 et 3. Hein. Donc, c'est pas un scandale. Quoi. Donc voilà, je continue à donner des minutes à Hutchison. Il y a une question que je me suis souvent posée. Est-ce que à Touquet, quand vous faites jouer un type même 9 minutes par match, 9 à 12 minutes par match, un jeune comme ça qui se développe, est-ce que il y a une différence dans la progression si vous le faites jouer par rapport à si vous ne le faites pas jouer? Je voudrais, comme je voudrais pas dire de bêtises, je préfère ne rien dire, je préfère poser la question, parce que je n'ai que des impressions, j'ai aucune certitude sur la réponse à cette question-là. Je sais pas en fait, je sais vraiment pas. Donc, joli move, ok. Je sais pas. Certains ont l'impression de savoir la réponse à cette question-là. Elle m'intéresse bien. Je veux bien en commentaire savoir ce que vous avez expérimenté ou ce dont vous êtes certain. Parce que pour ma part, j'ai pas forcément l'impression que le fait de faire jouer un type un peu, eh bien, c'est très différent de le faire pas du tout jouer. Vous avez vu le 3 points de Harden là? Il était mythique, monstrueux, tout ce que vous voulez. On va aller en prolongation du coup contre ces Houston Rockets. Là, c'est Trevor Ariza qui va bien assurer le alley-oop. Et là, attention, James rate. On va avoir une balle de match. Je vais même prendre un temps mort d'ailleurs. Voilà. Je vais prendre un temps mort parce que on va la jouer calme. Allez, balle à Josh. Attention, l'écran raté, mais quand même, la no defense torero de Harden qui fait la diff. Non, je rigole, hein,
c'est pas imputable à James Harden, hein, ce panier. C'est surtout que Josh Jackson a eu une chance max, c'est tout. Quoi. Et donc on arrache ce match-là contre les Rockets en prolongue. Donc un match, pour le coup, un match d'adresse. Vous avez vu, il y a beaucoup de rouge, pas beaucoup de bleu. Ouais. Et nous, on a notamment du scoring là très satisfaisant. Bon, il y avait pourtant eu un James Harden plutôt intéressant, hein, à 51 points. C'est pas excusez du peu quoi. Dans la foulée, on va jouer les Cavs. Une équipe qui peut nous embêter, on l'avait vu juste avant, elle nous avait un peu accroché. La fois précédente, on s'était fait accrocher par ces Cavs. Mais là, je tiens à ce que ça ne se reproduise pas. Alors, il suffit de dire ça, évidemment, pour que ce soit là encore une fois serré. Regardez, on est encore mené. J'ai eu beau me dire dès le début du match, allez, cette fois-ci tu les plies. Bah, tu parles. 41-41, il reste 30 secondes. On laisse la pénétration à Sexton. Pénétration, Sexton, c'est un peu ambigu, je suis désolé, il n'y avait pas de jeu de mots derrière. Et puis donc, tête de raquette, Zach LaVine. Zach LaVine, il va poser ses colognes sur la table. Regardez, on va attendre hein, parce que finalement, voilà, petit écran. Écoute, bam, ça c'est fait, voilà. Donc oui, le Zakinou, il est bien en forme. Il est bien chaud, Zach. Et donc, hop là. Et non, c'est raté, mon ami. Alors c'est vrai qu'entre Sexton, Pénétration, Love et Zach, il y avait vraiment matière à faire des jeux de mots pourris sur cette dernière minute écoulée. Là, je m'en excuse. Je viens de réaliser en parlant, hein, c'était pas du tout volontaire. On va enchaîner donc ensuite du côté des Pacers. Alors les Pacers de l'Indiana, c'est une équipe qui a essentiellement joué la continuité, hein, pour mémoire, et qui a par contre fait l'acquisition de D'Angelo Russell, étant donné que Kyrie Irving a signé aux Nets. Et comme il a signé aux Nets, évidemment, ça a libéré le poste de meneur. Ils avaient besoin de se libérer de leur cap hold, les Nets, parce qu'ils ont pris aussi Jimmy Butler. Du coup, il n'y a pas à discutailler. Russell est parti, alors que sincèrement, honnêtement, dans la réalité, je pense que Russell il va re-signer, c'est sûr. Il va peut-être même re-signer au contrat max. On voit il est All-Star et tout, donc là, on est sûr. Et regardez le panier improbable. Alors là, c'est le Benny Hill de l'année. Regardez, passe pour Young, effleuré par Mark Cannon, et ça compte 3 points. Ça compte 3 points. Donc, ça fait plaisir quand on est dans un match serré, on se prend à 3 points de l'espace. Bon là, pour le coup, voilà, il n'y aura pas de commentaires. Donc 46-45, c'est pas grave, on est devant. On a encore notre destin en main. Chris Dunn, il n'y a plus qu'à jouer comme un gros papa là qu'il est. Même s'il est il est relativement jeune, à 25 ans. Il va jouer comme un papa. Allez, c'est parti. Ah ben on va ressortir la balle. Et voilà, le pick and pop familial, je dirais, signé. Alors là, pourquoi Bogdanovic n'a pas pris le shoot, c'est quand même un mystère. Très jolie action au demeurant des Pacers, là, avec la Dipo qui a retrouvé Tadeusz Young. Tadeusz Young qui est pas la moitié d'un bon joueur, hein, c'est un mec énorme, hein. J'adore Tadeusz Young. Derrière, on a fait feinte de pick and pop, pénétration de Josh Jackson, et on va se dépêcher de faire rentrer des joueurs à vocation un peu plus défensive là sur ces dernières secondes, et on a de la chance parce qu'en fait il y a Bobby Portis qui va intercepter, donc c'est cool, plutôt une bonne fin de match. Regardez, ça va être en fait concours de lancer franc pour Chris Dunn, puisque il va subir encore une faute. Voilà, on a gagné ce match. C'est pour vérifier si Dunn arrive à shooter des lancers en fait. Voilà, c'était que ça. Voilà, très satisfaisante victoire du côté de Indiana. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette équipe, qui est jolie hein, sur le papier, on l'a dit, Turner, Russell, plus plein de bons joueurs, Young, Bogdanovic. Bon, Sabonis est blessé là, mais sinon il est dans la rotation. J'ai du mal à comprendre comment cette équipe peut avoir un aussi mauvais bilan, aussi mauvais
entre guillemets. Donc, je comprends pas. Ils sont un poil en négatif, les Pacers. Ils sont pas en playoff. Sinon, après là, je peux pas m'empêcher de rentrer dans un match. C'est Orlando qui rend visite aux Lakers. Donc, je suis rentré. Je me suis dit, tu joues avec l'équipe sur laquelle tu tombes. C'était les Lakers. Donc, on va essayer de remonter. Josh Hart avait permis de revenir par un joli 3 points. Il va transférer la balle à Kuzma. On va donc aller en prolongation et derrière, on va se faire un petit punch loop 5 rip là. Regardez, ça va libérer un shooter. Voilà. Ça va libérer Josh Hart. Bah, décidément, Josh Hart bien clutch en cette fin de match. LeBron James, pas vilain non plus. Kuzma, bam. Donc, je crois que là, dans ces circonstances, c'est une victoire donc pour les Lakers. Voilà, je suis allé entre parenthèses un peu parasiter le résultat des autres équipes. Or, on voit une sale nouvelle pour la ligue. DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, presque 2 mois d'absence. Du coup, je dois restructurer la rotation des Suns là. Mais c'est nul quoi. C'est nul d'avoir cette blessure parce qu'en plus ça va peut-être le faire progresser un peu moins que prévu. Je suis déçu. Je suis déçu pour l'intérêt de la partie, pour l'intérêt voilà du jeu parce que le but c'est pas que les autres se blessent. Hein. Mais en même temps, la blessure, on sait qu'il y en a tout le temps des blessures. Donc voilà, match du côté des Pelicans. Alors, un peu le même constat que les Pacers en fait. Pelicans, une équipe qui se retrouve avec un bilan un peu triste par rapport à ce que je leur aurais pronostiqué. Parce que dans le trade d'Anthony Davis, ils ont récupéré Ingram Ball. Et quand même, Ingram Ball, c'est pas rien quoi. C'est pas rien. À côté, ils ont Mirotic, ils ont re-signé Randall, ils ont Justin Holiday, Drew Holiday, qui est quand même un super joueur. Donc, étonnant. Je suis étonné de voir le mauvais bilan relatif, là encore, des Pels. Peut-être il va y avoir du trade hein, dans les semaines à venir. Là, on est proche du 15 décembre. Hein. Donc, on va voir, il y a certaines franchises là qui vont sûrement devoir se réajuster. Ça, ce sera un truc que je développerai dans l'épisode prochain, hein, dans l'épisode 12. Et puis là, je me suis laissé tenter par un petit combat entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo. Puisque les Clippers sont encore un petit peu en négatif au niveau du bilan, est-ce qu'il y a moyen d'aller taper les Bucks ou pas? Alors là, je joue avec les Clippers de longue. Hein. J'ai pas changé d'équipe en cours de match comme je fais parfois sur les matchs neutres. Donc on s'aperçoit que Antetokounmpo, est-ce qu'il y a besoin de le dire? Il est inarrêtable. Donc en fait, tout ce qu'il y a à espérer, c'est... Regardez là, par exemple, il a pris magnifiquement de vitesse Leonard. Bon, c'était moi qui dirigeais, donc je me suis fait surprendre évidemment, mais en même temps, comment vous voulez face à cette vitesse-là? Bref. Antetokounmpo, indéfendable, hein, selon moi. Alors, je lui ai quand même collé Kawhi Leonard sur le dos, mais il y a des moments où il échappe. En fait, la seule chose à faire, c'est espérer que l'IA ne va pas trop lui donner le ballon à certains moments. Là, mais contre aussi, là, monumental sur Kawhi. Il fallait que je décale, il y avait Harris tout seul dans le corner. Quelle erreur, quoi, mais quelle erreur de base. Bref, voilà. Et du coup, je vais essayer de jouer assez simple sur la toute fin. Je vais aller chercher des points sur du pick and roll en pénétration avec Gilgeous Alexander, qui est pas mauvais au lancer, et nous permettre de recoller en fait. Ça va nous permettre de recoller, évidemment, et quand il reste quelques secondes, on donne la balle à qui? On donne la balle à Lou Williams. C'est une évidence. Donc, égalisation. Derrière, je fais rentrer un 5 supra-défensif, avec voilà même Bradley Hallel, bref. Là vraiment, je mets mes meilleurs défenseurs sur le terrain pour la dernière possession. Gortat intercepte, ça c'est improbable, c'est quasi un fail du jeu. Derrière, on va aller jouer la pénétration pour chercher la faute. Hein. On va pas s'ennuyer, il reste 1 seconde 5. Doc Rivers est content. Et l'ami Gilgeous Alexander va compléter une jolie ligne de stats en allant inscrire les 2 lancers. On va pas se mentir, sauf miracle, c'est les 2 lancers de la victoire. Alors on va voir quand même, en plus il donne la balle à Giannis, ok d'accord. Il y a Giannis, tu veux qu'il mette un 3 points de l'autre côté du terrain, faut. En même temps, pourquoi pas lui plus mauvais qu'un autre pour jeter la balle de loin. Bref, victoire des Clippers, donc ils continuent à sortir la tête de l'eau les Clippers, là ça fait relativement plaisir pour Kawhi, pour voir un peu où peut aller cette équipe. Moi, là dans la partie, vu comment les forces sont équilibrées,
C'est une équipe que je vois plutôt en playoff a priori, hein, mais bon, voilà. Donc, stop les matchs et on va faire du bilan maintenant. Bilan, alors, à l'Est, c'est très flatteur. Les Bulls sont en tête, mais en fait, ça se joue sur que dalle avec les Knicks, Wizards et Nets. On voit que Heat est en souffrance, notamment. Hein. Et à l'Ouest, Warriors Rockets survolent, Thunder très bon. Derrière, les Suns auront du mal avec la blessure de Ayton. Et on voit qu'après, c'est super serré. Il y a peut-être que les Kings et Pels qui sont en souffrance. Bon, ok. Et sinon, on a évidemment des leaders qui ont un peu changé. Hein. C'était Yanis. Et puis là, maintenant, c'est Harden pour le scoring et le PER, alors qu'avant, c'était Curry et Antetokounmpo, respectivement. Les votes pour le All-Star Game ont démarré. Donc, on voit déjà... Allez, qu'est-ce qu'on peut voir? Chris Dunn, qui est en toute dernière position pour les arrières. Non, faut pas rêver. Faut pas rêver du tout. Il n'a pas le standing, a priori, malheureusement. Hein, moi, j'aurais bien aimé. Mais en tout cas, rien d'anormal là encore. La ligue est plutôt pas trop mal. Et puis voilà, les stats de mes petits Bulls là, c'est pas mal. Wendell Carter, il est en train de faire une pure saison. Il est en train de faire vraiment quelque chose de joli. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série des Bulls qui s'annonce rigolote. Et là, je pense que je vais être obligé d'envoyer quelques trades, histoire de peut-être donner une chance à certains d'être encore un peu plus forts et à d'autres d'aller tanker délibérément. On verra. Voilà, je vous dis bye bye.